Retour dans le contexte de notre série sur le thème du CTO de demain. Alors, ça tombe bien parce que ce sujet nous a été suggéré par Patrick Barabé, directeur de projet donc, sur un thème de conduite du changement et solutions collaboratives donc, chez Jardiland. Alors, la question posée, c'est le CTO devient-il donc garant de la cohérence des différentes expertises IT développées par les métiers? Alors, quand on dit ça, ça n'est pas innocent puisqu'on le positionne aussi vis-à-vis de la DSI. Alors, petit rappel pour nos internautes qui arriveraient sur ce sujet sans avoir consommé les précédents. Autour de la table, nous avons donc Vincent Marc à ma droite, voilà, qui chez IBM est Senior Business Development Executive. Je l'ai dit avec le bon accent. Parfait. Pierre Fauquenot, donc, qui est le DSI de Corian. Et bien sûr Anthony Siro, qui lui est directeur IBM Technology Services. Et je me retourne vers Patrick Barabé pour qu'il nous explique, Patrick, pourquoi vous avez jugé important de mettre le doigt sur donc cet enjeu qui est celui de la cohérence des différentes expertises IT. Donc pourquoi moi j'ai suggéré ça? Pour une raison très simple. Je pense que le CTO va pouvoir mettre en avant une chose que les DSI ont beaucoup de mal à réaliser, qui est que l'infrastructure n'a pas de valeur ajoutée dans l'entreprise. Je pense que le CTO a pour vocation maintenant d'expliquer à l'entreprise que l'infrastructure n'est plus le métier de l'entreprise, mais par contre que l'entreprise doit avoir une exigence de qualité sur l'infrastructure, mais qu'elle doit la sous-traiter à des gens dont c'est le métier. Des gens qui vont lui proposer une infrastructure dans le cloud, parce que hors cloud maintenant, non. Des gens qui ont investi énormément dans ces infrastructures, qui ont des infrastructures sécurisées, qui vont proposer des solutions, qui vont permettre aux applications de l'entreprise métier et aux applications métiers externes de fonctionner au mieux. La meilleure preuve, c'est qu'actuellement, une grande partie des directions métiers s'affranchit de la DSI pour trouver ses propres solutions. Quand vous avez un DRH qui va demander à un DSI « j'ai besoin d'une gestion de congé rapide, efficace », on va lui dire « écoute, on étudie, on va faire une analyse fonctionnelle, on t'en reparle, on revient 6 mois après, on aura quelque chose à te proposer, après on fera du développement ». 2 coups de fil, il a une solution, elle fonctionne, 3 semaines après, la totalité des salariés d'un groupe de 4000 personnes... Si ce n'est deux coups de clic. 2 coups de clic et un mail, et 4000 personnes après ont une gestion des congés efficace sur le web. Les directions métiers n'attendent plus. Les directions métiers n'attendant plus, elles prennent des solutions qui ne sont pas validées par la DSI et qui, parfois, s'intègrent tant bien que mal dans le système d'information. Alors, ce qui est intéressant, c'est que métier... Pierre Fauquenot est un DSI, certes un petit peu atypique, je renvoie nos amis internautes aux précédents enregistrements qu'on a fait ensemble, mais là, on peut avoir votre réaction. Alors, la clé, c'est l'intégration. Oui. Donc, moi, j'ai une représentation quand je vais voir des gens, je leur montre 3 collines, une petite, une moyenne et une plus grosse. Je leur dis, bon, vous métier, en gros, vous voulez une solution, c'est-à-dire monter sur la première colline. Vous n'en voyez pas une autre, c'est votre douleur. Ah, je veux tel truc. Ouais, mais si on réfléchit un peu, quand vous serez en haut, vous allez dire, ah ben non, je voulais aller là. Alors il va falloir casser tout, on change le logiciel, on en reprend un nouveau, on monte sur la deuxième colline. Puis après, on recommence et bon, dès le départ, je dirais à la DSI, on doit accompagner les utilisateurs dans l'expression de leurs besoins, bien identifier la cible, avoir une vision. À partir de là, on peut faire des choix plus solides. Mais bon, je suis d'accord pour le fait de dire qu'il n'y a pas de valeur ajoutée sur l'infra. Par contre, attention, parce qu'on a de plus en plus d'infra, on a des objets connectés. Donc les objets connectés, j'étais à une présentation l'autre jour où un fournisseur parlait de l'époque des milliers, donc c'était les milliers de mainframes, après les dizaines des millions de serveurs, et maintenant on rentre dans l'échelle des milliards d'objets connectés. Comment on gère ça? C'est un sujet on a 60 000 chambres avec des résidents. Si demain on met des équipements connectés sur eux pour vérifier est-ce qu'ils tombent, est-ce qu'ils mangent comme il faut, tout de suite on se retrouve avec 60 000 capteurs. Comment on administre 60 000 capteurs? Alors qu'est-ce qui va définir pour vous un bon accompagnateur? Ce que disait Pierre Fauquenot à l'instant, c'est vrai, c'est déjà celui qui est capable de passer de la notion d'IPv4 à la notion d'IPv6. Bon, déjà, ça, c'est une priorité absolue. Et effectivement, des objets connectés, tout le monde en a. Moi, j'en ai un là au poignet, ça, c'est connecté en Bluetooth sur mon téléphone, ça part dans tous les sens, ça dit ce que je fais, quand je fais, à quelle vitesse je marche. Mais des comme ça, on en a partout. Voilà. Et donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, celui qui est capable de fournir, outre d'énormes capacités de stockage avec une vraie sécurité derrière, la capacité à
à nous fournir au niveau des infrastructures la possibilité de la monitorer, vraiment de la gérer complètement. Mais il n'y a pas de solution actuellement, et c'est vrai que c'est une solution à laquelle l'entreprise doit s'intéresser, parce qu'il n'y a pas actuellement d'acteurs qui est réellement pertinent sur le marché, surtout sur le plan international. Mais ensuite, on peut revenir également au métier du CIO. Le CIO, c'est quelqu'un qui, le DSI, donc c'est quelqu'un qui va avoir plus une vocation d'architecte, de conseil et d'accompagnateur pour les directions métiers et pour le dirigeant de l'entreprise, plutôt que quelqu'un qui va être un fabricant de solutions. Il va plus être un architecte de ces solutions qu'un fabricant. C'est plus son métier. Et forcément, un bon fournisseur d'infrastructures, c'est une entreprise qui a énormément de capacité d'investissement. C'est une entreprise qui a une très grosse surface internationale, qui a une antériorité, parce que l'infrastructure, c'est malheureusement l'antériorité. Hein, ça reste des gros serveurs. S'ils ne sont pas chez nous, ils sont ailleurs. On ne peut pas s'improviser comme ça fournisseur. Il y en a un qui a pu le faire parce que ses capacités d'investissement sont absolument colossales sur le plan mondial. Tout le monde le connaît. Mais à côté de ça, on a besoin d'acteurs qui ont une expertise de la gestion des entreprises. Parce que cet acteur qui a une énorme plateforme de stockage n'a pas l'expertise de la gestion des entreprises. Nous, on travaille au quotidien avec eux. Ce sont des gens qui découvrent la façon dont on travaille avec les entreprises. Des structures, et moi, IBM ou d'autres, sont des gens qui travaillent avec les entreprises depuis 30 ans. Je veux dire, le cloud, il ne date pas d'il y a 10 ans. Le cloud, il a 30 ans. Le cloud, il date de l'époque où IBM a posé son premier mainframe, a connecté dessus un appareil qui a mis un bonhomme 800 km plus loin. Et ça, c'était déjà du cloud. Le cloud a été inventé à ce moment-là. Et ça s'appelait le service bureau. Et ça s'appelait le service bureau, et voilà. Non mais on est d'accord, le cloud a 30 ans. Et c'est IBM qui l'a inventé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend les clients français, donc on s'installe en France. Et on a aussi ce réseau de data centers à l'international. On en a plus de 40 sur le cloud public, qui représente plusieurs milliards de dollars d'investissement, puisqu'on se dit, il nous faut la présence locale, mais aussi la capacité de servir nos clients à l'international. Et c'est un point fondamental pour l'économie française, c'est qu'il ne faut surtout pas rentrer dans une économie autarcique, puisque les entreprises françaises ont besoin des marchés internationaux. Et c'est vraiment un sujet qu'il ne faut pas perdre de vue, surtout pour les directions métiers, et ne pas finalement s'enfermer dans une infrastructure locale qui coupe finalement l'innovation. Et on a une grande banque américaine qui s'est dit, voilà, moi je vais créer mon propre cloud. Elle a mis 500 millions de dollars sur la table pour créer son propre cloud. On peut comprendre qu'une infrastructure bancaire ait besoin d'avoir son propre cloud pour préserver ses propres données en interne. C'est logique. Il y a des métiers dans lesquels il est indispensable d'avoir un cloud privé. Mais c'est 500 millions de dollars le ticket d'entrée. C'est pas 160 millions d'euros séparés en 2-3 entreprises qui en ont encore d'ailleurs rien fait du tout. Enfin, moi, j'ai pas entendu beaucoup d'informations sur le sujet. Donc, oui, il faut derrière des gens capables de mettre quelques millions, quelques centaines de millions de dollars sur la table, sur le plan mondial, pour dire voilà, on fait ça. Alors après, on rassure des entreprises parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que quand la data elle est physiquement sur le territoire, elle reste sur le territoire. Donc c'est bien qu'on parle d'IBM en France. Et qu'on parle d'IBM France en France. Mais en pratique, la donnée, elle est dans un multiverse, elle est partout. Il faut juste savoir qu'elle est en sécurité et qu'elle est accessible. Et qu'en plus, la réversibilité puisse être opérationnelle. Ouais, alors, je suis pas tout à fait d'accord avec cette vision. Ça tombe bien, on va enfin avoir du débat. Donc, je pense que la démarche qui a été dite, on fait émerger des champions nationaux par opposition aux champions américains. C'est ça le discours. Donc je pense que c'est une bonne chose. On est dans un marché qui adopte lentement le cloud par rapport aux Américains. Donc notre marché intérieur n'est pas au rythme, quand je parle marché intérieur, c'est en Europe, il n'est pas au rythme d'adhésion du marché américain. Donc c'est bien quelque part, c'est une façon de rattraper le temps perdu. En même temps, l'arsenal législatif à la Commission européenne, ils sont extrêmement dynamiques et franchement, ils sont très efficaces. Au niveau des directions générales, c'est systématique. Où sont les données ? On va pas les. Il y a une espèce de paranoïa qui est importante. Donc, moi, je pense qu'à terme, les acteurs du SaaS, ils devront avoir une architecture qui exploitera les logiciels par pays. Et les données seront par pays. Ça deviendra compliqué de concevoir des logiciels comme ça, mais on aura besoin en quelque sorte de ces protections. Je pense que l'enjeu, il est dans la compréhension des différentes entreprises françaises et internationales, ou que internationales, parce qu'on a des entreprises qui sont en France mais qui ne font que de l'international. Et je pense qu'à un moment donné, il faut pouvoir apporter une solution qui va être multiple. C'est-à-dire que pour une banque, on connaît très bien
la conformité, en fait, qui est la 9702 avec le régulateur Banque de France, etc., qui veut à tout prix avoir les données en France. Quoique maintenant, il autorise d'avoir les données en Europe, parce qu'il y a eu, comment dirais-je, un groupe de travail au niveau de la Commission européenne, en fait, qui donne son accord sur le Schengen de la data. Mais je pense qu'en fonction des besoins, en fonction de la réglementation, parce que la réglementation qu'on a en Europe versus ce qu'on peut avoir dans d'autres pays n'est pas du tout la même. Enfin, en Chine, ça doit être en Chine, par exemple. On ne peut pas aller autre part qu'en Chine. Je pense qu'il faut pouvoir avoir cette capacité, c'est ce que vous disiez Patrick, d'investissement pour amener en fait des capacités d'infrastructure sur la planète, d'accord, et de dire à un moment donné, j'ai mes données en France parce que là j'ai une réglementation qui m'impose de l'avoir là je l'ai en Chine, etc. Et après d'avoir quelque part, et pour reprendre votre premier point qui était la monétarisation, enfin comment monitorer en fait l'ensemble, et c'est là où un acteur en fait comme IBM peut vous aider sur le marché. Je pense que je reviens toujours à cette profonde conviction personnelle qu'il n'y a pas de solution unique. Il y a vraiment en fonction d'une société, de son besoin et de son évolution, une réponse qui va être vous allez être présent en France, vous allez être présent à Amsterdam, vous allez être présent en fait à Shanghai, etc. etc. Est-ce que j'ai la réponse quelque part pour accompagner mon client, à la fois dans son business model et aussi dans sa conformité et dans sa réglementation? Est-ce que vous pourriez tenter de brosser le portrait du tandem entre le responsable exploitation infra et le DSI, puisque le sujet de réflexion suscité par Patrick Barabé porte sur cette notion de cohérence des différentes expertises IT développées par les métiers. Alors moi, chaque fois que j'arrive dans une nouvelle boîte, je suis un peu obsédé par le shadow IT. Comment répondre à ça? Parce que finalement, on parle de shadow IT, les métiers vont choisir eux-mêmes leurs solutions, tout à fait. Ils refont leur système d'information dans l'ombre. Donc moi, l'organisation que je mets en place aujourd'hui, je mets un homme solution, qui est la personne qui accueille l'ensemble des besoins de l'entreprise. Son job, c'est de trouver le plus vite possible une solution. Cette course de vitesse, en fait, tue le Shadow IT. Puisque le Shadow IT, c'est un inconfort pour le client. S'il appelle la DSI à l'aide, la DSI ne répond pas, il va chercher sa solution de son côté. Mais en fait, c'est une difficulté. Donc, par contre, si en appelant la DSI, il a quelqu'un qui est très rapide pour trouver une solution, et qui peut la construire en la prenant chez Pierre, Paul, Jacques, à ce moment-là, on a quelque chose d'efficace. Donc pour moi, la personne qui a cette fonction, elle maîtrise les architectures techniques, elle comprend ce que c'est que l'intégration, elle comprend l'expression des besoins, elle sait aider un client à se projeter plus loin. Donc c'est un poste qui est assez complet en fait. C'est un architecte technologique et en même temps quelqu'un qui a une bonne compréhension du business. Il peut faire de l'expérimentation rapide. Donc là par exemple, ce que j'ai mis en place là, chez Corian, la personne qui a cette fonction-là, il s'appelle solution et intégration. Ça ne sert à rien de choisir une solution si elle n'est pas branchable avec les autres. Donc c'est le nom du service, c'est ça, solution et intégration. Et entre autres, il est responsable de la plateforme digitale, c'est-à-dire l'interface vers le système d'information, que ce soit par des mobiles, par un PC et autres. Moi, je vais exactement dans sa direction. Je pense qu'il faut un homme solution. Mais je pense que ce que doit faire la DSI, en fait, c'est mettre en place dans chaque direction métier, c'est de mettre quelqu'un dans le métier, dans la direction métier, qui parle IT. Alors ça va être très éclairant parce qu'on a manifestement un petit désaccord philosophique là-dessus et ça va être très instructif pour nous de comprendre pourquoi. Je ne suis pas d'accord parce que en fait, c'est une perte de contrôle dans ce cas-là. À partir du moment où on met un architecte côté client, il va construire son SI lui-même. Et il n'y aura plus de coordination et on recrée les silos. Donc, non, on parle intégration, il ne faut pas qu'il y ait de silos. Non, mais c'est pas, non, il n'y a pas de différence de philosophie, c'est un problème de taille, je pense. Et c'est vrai que quand je dis qu'il y a une direction fonctionnelle de la part de la DSI sur ces personnes-là, c'est pour éviter justement cette notion de silo, parce qu'effectivement, en fait, il va y avoir vraiment un curseur à placer entre les deux. Il faut éviter la notion de silo, mais on ne peut pas abstraire le besoin et la volonté de la direction de métier d'avoir une maîtrise de sa partie du système d'information. Il est évident que là encore, une fois, le DSI va devoir changer de métier, va devoir avoir une fonction d'architecte et en même temps de chef d'orchestre pour pouvoir avoir tous ces bonhommes de direction métier différentes en leur disant voilà, vous avez ce besoin-là, mais ça s'architecture mal avec le besoin de l'autre direction métier, avec le besoin de la direction transverse qui est celle-là, et il va falloir fonctionner de cette façon-là. Et eux, ils vont comprendre le système, ils vont l'accepter, ils vont le faire passer derrière. Parce que quand on parlait tout à l'heure du cloud, il y a une deuxième chose dont on ne parle pas du tout, qui est l'évangélisation des gros sponsors dans l'entreprise. Quand on a un directeur général ou un président d'entreprise qui stresse à l'idée que ces données soient
de l'autre côté de la frontière, c'est parce qu'il n'a pas bien compris ce qu'il en était ou parce qu'on lui a mal expliqué. Donc il faut vraiment faire un gros effort d'apprentissage, de transmission de l'information, parce qu'actuellement... C'est rapide à expliquer. Oui, okay. Déjà, a-t-il des données stratégiques sur son PC portable? Oui, il est un danger. Et donc déjà, le premier danger, c'est lui. Ensuite, est-ce que toutes les fenêtres sont fermées le week-end dans l'entreprise? Non. Est-ce qu'il y a des prises Ethernet où on peut se brancher et est-ce qu'on peut s'authentifier? Certainement oui. Donc le danger, en réalité, il est dans l'entreprise. Et il n'est pas dans le cloud. On s'oriente un petit peu vers la fin de ce plateau. Pour conclure, question qu'on pose dans le contexte de cette série, la fin de chaque plateau. Là, je vais la poser à Patrick Barabé, mais Pierre Fauquenot, qui a répondu dans un précédent enregistrement, peut tout à fait participer. Patrick, qu'est-ce qu'un bon CTO à vos yeux? C'est quelqu'un d'agile, c'est un diplomate, c'est quelqu'un qui va... Un diplomate, tiens, ça n'est pas encore... Oui, c'est un diplomate. Je pense que ça doit vraiment être un diplomate. Ça doit vraiment être quelqu'un d'empathique avec les métiers et avec les hommes. Je pense que c'est vraiment ce que doit être un bon CTO. Et est-ce que, on revient à notre rituel de conclusion, est-ce que vous pourriez ensemble évoquer ce qui serait idéalement le sujet que nous pourrions traiter plus tard? Petite idée, Anthony l'a un peu évoqué, on a parlé d'App Store. Par rapport pour revenir en fait au débat qui était la cohérence en fait des expertises, notamment avec les métiers, je pense qu'il y a une solution qui s'offre au CTO qui est en effet de développer les applications eux-mêmes pour les métiers plutôt que les métiers aillent les chercher partout pour en garder la cohérence et la maîtrise. Et l'App Store peut être un moyen. Donc voilà, c'est un sujet que je voudrais bien continuer à débattre avec vous. Chers amis internautes, merci de nous avoir suivis jusqu'ici et surtout n'hésitez pas à infléchir la ligne éditoriale. Vos suggestions, vos idées de sujets sont cruciales puisque nous les coproduisons, nous avons besoin de vous. Merci à Patrick Barabé d'avoir suggéré ce sujet. Faites comme lui, c'est pas la première fois d'ailleurs, il nous a proposé le sujet de réflexion qui l'occupe, qui le préoccupe. À bientôt j'espère sur TechTalk. Merci beaucoup. Merci.